Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce débat du numéro 16 de Culture Service, débat qui va porter, messieurs, sur l'entreprise libérée. Et on va essayer de voir ce qu'il en est de ce nouveau concept. Le débat sera organisé comme à l'accoutumée en 5 parties. La première étant de définir ce concept qui, encore une fois, est relativement nouveau. Et l'idée générique étant de voir si on doit, et si oui, comment aller vers l'entreprise libérée, qu'est-ce qu'elle apporte aux collaborateurs, et puis peut-être quelles sont ses limites. Je vais laisser mes deux interlocuteurs se présenter. À ma droite, Christophe Thuillier, vous êtes PDG d'AG6, vous allez nous dire ce que fait cette entreprise. Et puis monsieur Jean-Jacques Gressier, qui est le PDG de l'Académie du Service. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet, et je vais donc passer la parole à Christophe Thuillier pour qu'il se présente. Merci et bonjour. Bonjour. Donc, je suis Christophe Thuillier, je dirige une entreprise informatique, donc une SS2I basée à Noyon, en Picardie. Donc, on est une 50aine de collaborateurs. Donc, on intervient sur 2 axes stratégiques. Donc, tout ce qui concerne les technologies de l'information. Donc, on installe, on supervise l'informatique de nos clients à travers le monde. Et on a un deuxième axe qui concerne à développer et à mettre en place des plateformes collaboratives. D'accord. Alors, je le disais, on va rentrer dans le vif du sujet. L'entreprise libérée, ce ne sont pas forcément 2 termes que l'on accole naturellement. On dit que le concept est nouveau, il est déjà pour partie critiqué. Qui veut se lancer dans une tentative de définition de ce qu'est, de ce que pourrait être une entreprise libérée? Libérée de quoi? De quelles contraintes? Pour moi, la libération de l'entreprise, ça consiste à libérer les énergies d'un plus grand nombre de collaborateurs. Donc en mettant un contexte favorable à leur épanouissement. Et donc on va travailler pour ça sur 3 grands axes. Le premier axe, ça va être de rassembler les collaborateurs autour d'un projet commun auquel ils peuvent croire. Le deuxième axe, ça va être de développer leur maîtrise et leurs compétences. Et le troisième axe, ça va être de pouvoir développer et mettre un contexte favorable pour qu'ils puissent développer leur autonomie. D'accord. Vous voulez développer un petit peu justement sur chacune de ces trois parties, notamment la partie autonomie, puisqu'on abordera, on le verra plus tard, la question que pose l'entreprise libérée, la question qu'elle pose concernant l'évolution des modes de management. Notamment. Eh bien, en fin de compte, l'objectif pour libérer les énergies, en fin de compte, c'est de faire en sorte que les gens soient motivés. Donc qu'ils puissent s'épanouir, et c'est là où effectivement où ils pourront le plus s'impliquer dans l'entreprise et avoir une meilleure performance possible. Donc les 3 axes que je viens de citer, ça va être effectivement les axes sur lesquels on va être capable de pouvoir intervenir pour pouvoir mettre un contexte favorable à leur épanouissement. Alors concernant l'autonomie, eh bien l'objectif, ça va être de faire en sorte qu'ils puissent effectivement s'occuper de la manière du comment ils vont travailler. C'est-à-dire que nous, on va fixer les objectifs et la manière dont vont être réalisés ces objectifs, ça ne va pas être important pour nous. Donc ça va être eux qui vont avoir en charge la capacité à pouvoir choisir la manière dont ils vont travailler. Donc on va travailler également sur plusieurs autres axes, donc en fonction des métiers, parce que ce n'est pas toujours possible, mais on va proposer aussi aux collaborateurs des périodes où ils peuvent travailler. C'est-à-dire que c'est eux qui vont choisir quand ils vont travailler. Donc ce n'est pas possible pour tous les métiers, mais quand c'est possible, ils vont pouvoir choisir quand ils vont travailler. Et on va également permettre de choisir, qu'ils puissent choisir d'où ils peuvent travailler. Donc quand c'est possible, et donc on parlera après de la déspatialisation qu'on a mis en place chez nous, et bien en fin de compte, c'est vraiment la capacité à leur donner effectivement la capacité à choisir et la manière dont ils vont être le plus performants pour l'entreprise. Donc effectivement, tout est lié parce que à partir du moment où le collaborateur sait pourquoi il travaille, donc il croit en ce qu'il fait, qu'il a la compétence pour pouvoir le faire et qu'il choisit la manière dont il va le faire, eh bien, ça lui donne tous les ingrédients pour être le plus performant possible et le plus épanoui possible. Et à partir de ce moment-là, quand on a quelqu'un qui est épanoui, qui est bien dans son travail, eh bien, il va donner le meilleur de lui-même et de ce fait, ça joue directement sur la performance de l'entreprise. Je pense que le lien entre la libération effectivement, des énergies des collaborateurs et la performance de l'entreprise, elle est vraiment directe par rapport à ça. On sait tous dans nos entreprises la différence entre un collaborateur qui fait juste son travail et un collaborateur qui est impliqué. Donc à partir du moment où, à travers l'entreprise libérée, on va avoir la possibilité à avoir le plus grand nombre de personnes impliquées, eh bien, directement, ça va jouer sur les performances et la pérennité de l'entreprise.
Est-ce que vous validez ce principe qui est que les collaborateurs heureux et satisfaits font les entreprises performantes, pour clore cette première partie sur la définition en quelques minutes? C'est un point dans lequel je me retrouve énormément. Alors, j'ai repris la direction de l'entreprise il y a 6 ans et je me souviens qu'à l'époque, ce que je disais à mes collaborateurs, c'est moi, mon rôle, c'est de m'occuper de vous. Et vous, votre rôle, c'est de vous occuper de nos clients. Et à partir du moment où chacun de nous occupe bien son rôle, eh bien, tout le monde sera heureux. Et en fin de compte, je rejoins totalement ce que tu dis, parce que en fin de compte, on a humainement et naturellement, on a tendance à reproduire ce qu'on reçoit. Donc à partir du moment où on reçoit de la considération, à partir du moment où on reçoit de la confiance, de la liberté, du bien-être, eh bien, on a naturellement envie de reproduire ça. Donc, et les collaborateurs le font. Nous, on le voit en pratique, parce que vraiment, nous, notre rôle, et moi, mon rôle, c'est vraiment m'occuper d'eux, de leur mettre un contexte favorable à leur épanouissement. Et ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, les gens ont envie d'aller plus loin, ont envie de faire plaisir, ont envie de rendre service aux clients, et parce qu'ils savent qu'effectivement, derrière, ça fait grandir l'entreprise. Donc, je pense que le lien entre l'entreprise libérée et la symétrie des attentions, on peut parler de la même chose. On va aborder maintenant la deuxième partie de ce débat et on va essayer de voir, notamment avec vous, Monsieur Tuillier, comment ça marche et comment vous avez fait, vous, en sorte que ce mode opératoire de l'entreprise libérée fonctionne. Vous vous y êtes pris comment? Donc, donc déjà, effectivement, on a travaillé sur l'organisation horizontale. C'est-à-dire que initialement, on était plus pyramidal, puisqu'effectivement, on avait une organisation assez traditionnelle. Et puis, à partir du moment où on a décidé de s'inscrire dans cette démarche, travailler sur une organisation qui était plus une organisation en cellules. C'est-à-dire? Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, on a tout ce qui est activité métier, donc on a des cellules qui sont par activité métier. Tout ce qui est service support, on a une cellule qui concerne à l'activité support. Et ensuite, tous les projets d'entreprise que l'on crée, eh bien, en fin de compte, on crée un groupe de travail, donc une cellule supplémentaire. Donc, sur base du volontariat, donc quand on va créer un nouveau sujet, par exemple, on va demander aux collaborateurs qui le souhaitent de participer à ce groupe de travail, donc à cette cellule. Et en fin de compte, on va se retrouver avec un ensemble de cellules qui sont toutes autonomes et indépendantes dans leurs décisions et dans leurs actions. Donc quelques points de vigilance quand même par rapport à ça, puisque à partir du moment où on organise l'entreprise de manière systémique, on va dire, ou horizontale, eh bien, il faut assurer 2 choses. Il y a 2 points d'attention par rapport à cette organisation en cellules. La première chose, c'est l'interdépendance entre les cellules, puisqu'effectivement, à partir du moment où elles sont autonomes dans les actions et dans les décisions, eh bien, elles ne peuvent pas prendre une décision sans tenir compte de leur environnement. Donc ça va être un point d'attention très fort et c'est ce qu'on demande au groupe de travail de chacune des cellules sur lesquelles il faut se positionner. Et la deuxième chose qui va être importante pour nous, sur laquelle on a travaillé, c'est d'avoir une cellule de régulation, qui aujourd'hui, en fin de compte, notre ancien comité de direction. Et c'est cette cellule de régulation qui, comme dans tout système, eh bien, va être capable de pouvoir arbitrer ou réguler le cas échéant, puisqu'on n'est pas à l'abri, effectivement, qu'il peut y avoir des dérives. Donc cette organisation par cellule est un point qui est important dans notre organisation et qui va permettre de mettre un premier contexte favorable pour les collaborateurs. D'accord. Est-ce que vous pourriez, en quelques mots, si c'est faisable, nous prendre un exemple encore plus précis, plus concret d'une cellule, de quoi s'occupe-t-elle, qui la compose, est-ce que c'est pluridisciplinaire, est-ce que vous pourriez nous faire une traduction un peu concrète de votre organisation? On va prendre l'exemple de la déspatialisation, qui est le travail à distance qu'on abordera tout à l'heure. Eh bien, en fin de compte, quand on a lancé ce programme, eh bien, en fin de compte, plutôt que ce soit des actions décidées par l'encadrement ou décidées par le comité de direction, eh bien, on a créé un groupe de travail. Donc le groupe de travail, donc on a fait un appel à tous les collaborateurs qui souhaitaient participer à ce groupe de travail. On a réuni 7 collaborateurs. Donc les collaborateurs, la première chose qu'ils ont effectuée, c'est de définir un capitaine, puisqu'en fin de compte, dans chaque cellule, on a un capitaine qui correspond un peu à un leader. Donc c'est eux qui définissent leur capitaine, et ensuite, eh bien, charge à eux de pouvoir travailler et d'avancer donc, sur ce projet-là, qui était, en l'occurrence, dans l'exemple, le travail à distance. Donc ils ont réuni des experts extérieurs
pour avoir un apport de compétences. Ils ont proposé un certain nombre de choses et ils ont mis directement en place les actions dans l'entreprise, sans avoir besoin de revalider le processus ou le programme devant un comité ou devant moi-même. Donc ils ont toute autonomie pour pouvoir le faire. Voilà un des exemples de groupes de travail. Et puis donc effectivement, on a plusieurs groupes de travail. On va retrouver un groupe de travail ou une cellule sur la sécurité, la santé, l'environnement, une cellule sur la partie administrative, une cellule sur la partie management. Donc voilà, et c'est l'ensemble de ces cellules qui va constituer notre système et en fin de compte ce que nous on appelle notre organisation horizontale, puisqu'effectivement on n'a pas de hiérarchie entre les cellules, elles sont toutes autonomes à partir du moment où elles sont indépendantes entre elles. Alors de votre expérience, comment est-ce qu'on arrive à la décision ? Parce que ce n'est pas forcément tout le temps consensuel, j'imagine. Et d'autre part, est-ce que assez tôt, vous incluez les clients, dont on dit beaucoup, qui sont devenus des consommateurs aujourd'hui, qui sont acteurs de l'évolution des produits et services des entreprises auxquelles ils ont affaire dans leur quotidien. Est-ce que vous avez inclus cette dimension et si oui, pourquoi ? Donc deux questions. L'une sur la décision dans un nouveau mode opératoire et l'autre sur le rôle que jouent ou pas vos clients dans le fonctionnement de ces cellules. Alors pour la décision, en fin de compte, concernant les groupes de travail, je dirais, je ne sais pas. C'est eux qui déterminent leur processus de décision. Ça fait partie, en fin de compte, quand on constitue un groupe de travail, donc ils cooptent un capitaine et ensemble, ils décident d'un processus de décision qui peut parfois être à la majorité, qui peut être parfois de manière consensuelle. Donc, la liberté est totale. C'est la liberté. D'accord. Ce que je voudrais dire par rapport justement à la question précédente qui est importante, c'est l'organisation en cellules, l'organisation horizontale, donc elle est basée sur le volontariat. Donc ça veut dire qu'effectivement, elle est basée sur l'engagement du collaborateur. Qu'est-ce qui va faire dans une entreprise que le collaborateur soit amené à s'impliquer pour son entreprise, puisqu'en fin de compte, il a son travail, il a son métier. Qu'est-ce qui va faire en sorte qu'il puisse s'identifier vraiment à son entreprise et qu'il ait envie de la construire avec l'ensemble des autres collaborateurs? Et bien, en fin de compte, dans les conditions qui sont nécessaires et qui vont favoriser l'engagement, pour moi, il y a trois choses. Et c'est les trois choses que vous avez citées tout à l'heure et je voudrais revenir dessus parce que pour moi, elles sont vraiment fondamentales et on a beaucoup travaillé là-dessus. La première chose, c'est l'équité. Je pense que dans une entreprise, et les collaborateurs ont besoin d'avoir de la considération et du respect. Donc on a pris en fin de compte des mesures d'équité chez AG6 où on a supprimé un certain nombre de choses pour être le plus proche possible du collaborateur. Donc dans la pratique, on a supprimé par exemple les grands bureaux. On n'a même plus de bureau. C'est-à-dire que moi quand j'arrive au travail, je me mets là où il y a de la place. Alors si j'arrive un peu tard, je me mets voilà, où je peux. Les places de parking, on a supprimé les places de parking. On a fait en sorte que le véhicule n'est plus associé à un niveau dans l'entreprise. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le véhicule est un élément de rémunération. N'importe qui peut avoir un véhicule de gamme, donc à partir du moment où il préfère cela à de la rémunération. Donc on a des cadres qui ont des grosses voitures, on a des cadres qui ont des petites voitures, et inversement. Parce qu'en fin de compte, c'est dépendant de liberté de choix. Donc, ça, les mesures d'équité, c'est vraiment important. Autre chose aussi, donc ça, c'est dans le discours, avec eux, on repositionne la notion de rôle dans l'entreprise. C'est-à-dire qu'en fin de compte, dans une entreprise, chacun a son rôle. Donc, moi, je suis dirigeant, donc je suis amené parfois à prendre des décisions. Donc, j'ai un rôle et une responsabilité dans l'entreprise. Chacun a sa responsabilité. Donc on a une responsable de la propreté, elle a sa responsabilité dans l'entreprise, qui est effectivement de faire en sorte que les locaux soient propres, bien rangés, etc. Mais indépendamment de ce rôle, en fin de compte, on est tous égaux. Et ça, c'est rien de le dire parce que c'est une évidence, mais le préciser aux collaborateurs, ça fait une différence essentielle. Puisqu'en fin de compte, quand on a un rapport humain. Maintenant, quand on est dans l'entreprise et qu'on est sur le pont, là, en fin de compte, chacun prend son rôle. Et de ce fait, on est vraiment dans un rapport qui est plus humain et on se rapproche plus des collaborateurs. Donc l'équité, vraiment un point qui est important pour nous. Donc sachant qu'effectivement, quand on n'a pas la possibilité de faire des choses équitables, eh bien, on fait des choses égalitaires. C'est soit équitable quand c'est possible, soit égalitaire si ça ne l'est pas. La réciprocité, ça je reviens dessus aussi parce que c'est un élément qui est vraiment important pour nous et sur lequel on a travaillé. À partir du moment où les gens sont engagés pour leur entreprise, à partir du moment où les gens font gagner l'entreprise, parce que c'est eux qui font gagner l'entreprise, bien si on n'est pas dans la réciprocité,
ça dure pas longtemps. Moi, j'étais salarié pendant très longtemps. Je me suis toujours, effectivement, saigné aux 4 veines pour mon entreprise. Si à un moment donné, il n'y a pas un retour, les gens ne sont pas des idiots, ils arrêtent. Donc je pense que la réciprocité, être dans un esprit gagnant-gagnant, donc on n'est pas dans un esprit un pour un, ça c'est important à signaler, c'est pas en fin de compte tu fais quelque chose et je te donne quelque chose, non, c'est tu travailles parce que tu as ton travail à faire. Par contre, si au final l'entreprise gagne, eh bien toi tu auras effectivement le fruit de ce qu'a gagné l'entreprise. On a mis chez nous, par exemple, en place la participation aux bénéfices, alors qu'on était une quarantaine. On organise tous les ans une convention à l'étranger, donc avec tous les collaborateurs. L'année dernière, on est parti à Rio pendant 4 ou 5 jours. Et donc, on est vraiment dans la réciprocité avec les gens. Donc, les années où ça marche bien, eh bien, en fin de compte, on est dans le partage avec eux. Les années où ça marche un peu moins bien, ils en ont un petit peu moins aussi. Donc, ça fait partie de la règle du jeu. Et ces deux aspects, effectivement, sont des prérequis pour que les gens puissent vraiment s'impliquer et s'intégrer dans l'entreprise. Et la troisième partie qui était effectivement la convivialité, eh bien, je pense que c'est aussi de la responsabilité du chef d'entreprise de mettre en place des moments propices à la convivialité, puisque c'est vrai qu'on parle d'engagement, donc les gens sont sur le pont à longueur de temps. Donc c'est quand même bien de pouvoir de temps en temps lever le pied et prendre du temps pour soi. Donc on organise des barbecues, donc l'arbre de Noël, vraiment des moments de partage où effectivement les gens peuvent échanger sur des thématiques qui sont en dehors des thématiques habituelles de l'entreprise. On va voir dans cette troisième partie comment est-ce que l'on engage les collaborateurs dans cette entreprise libérée. Et puis peut-être première question, est-ce qu'il y a un type de collaborateur qui se prête plus à cette forme d'expression dans l'entreprise que d'autres? Non, pas forcément, puisque effectivement tout le monde a envie effectivement de s'épanouir dans son travail. Après, quand on parle d'autonomie, effectivement, le degré de maturité n'est pas identique pour chaque collaborateur. Donc l'accompagnement va être plus ou moins long, va être fait de manière différente en fonction des collaborateurs. Mais je pense qu'au final, c'est comme un peu dans la vie, chaque collaborateur a envie de s'épanouir et d'être bien dans son travail. D'accord. Donc il n'y a pas de difficulté de ce point de vue-là. Vous, quel que soit leur métier et leur fonction dans votre entreprise, tout le monde y a été avec le même engagement, le même allant et la même pertinence en termes de résultats derrière? Tout à fait, effectivement. Si je prends par exemple ma responsable de l'entretien, donc qui s'occupe effectivement de rendre les locaux propres chez AG6, elle a le même niveau d'engagement que n'importe quel autre collaborateur. Je suis arrivé l'autre matin, en fin de compte, elle s'était arrangée avec les collaborateurs pour sortir tous les bureaux, elle avait loué une shampooineuse, elle était en train de shampooiner effectivement la moquette, puisqu'elle a son budget, c'est elle qui le gère, elle n'avait averti personne, elle a jugé nécessaire et elle l'a fait. Donc elle a le même niveau d'implication et d'autonomie que n'importe quel autre collaborateur. Pour compléter, effectivement, elle a le même niveau d'engagement donc dans son cadre de travail que les autres collaborateurs, mais on la considère de la même manière que tous les autres collaborateurs. Donc quand on partage des primes, elle en fait partie. Quand on emmène tout le monde à Rio, elle en fait partie. Donc effectivement, je pense que ce n'est pas lié à un poste ou à une fonction. À partir du moment où on a de la considération pour les gens, eh bien le retour et l'envie de faire ce retour est identique. C'est un changement malgré tout profond qui nécessite des étapes, ou bien, comme vous semblez l'un et l'autre le sous-entendre, c'était presque sous-jacent chez les collaborateurs. Vous prenez l'exemple de cette femme qui était dans sa vie personnelle maîtresse de maison, et donc il suffit de révéler ça, et on peut le faire presque sans respecter particulièrement d'étapes et sans trop accompagner ce changement. Je pense qu'il y a des prérequis. On parlait tout à l'heure d'équité, d'être dans la réciprocité, considération et respect par rapport aux collaborateurs. Je pense vraiment que ce sont des prérequis. C'est-à-dire qu'effectivement, si on n'est pas dans le respect vis-à-vis des gens, on ne peut pas leur demander de s'engager. Donc il y a vraiment des prérequis. Et ensuite, en fin de compte, il n'y a pas de chemin tout tracé. Donc effectivement, à partir du moment où on a mis en place les prérequis, on sait qu'effectivement, on veut aller vers un système qui est autonomisant pour les collaborateurs. Et bien, en fin de compte, je dirais chaque petite action permettant d'aller dans ce sens-là est une bonne action
et qu'il faut réaliser. Et on s'aperçoit qu'effectivement, on n'a pas de gros projets. C'est-à-dire que nous, quand on a commencé à travailler sur cette thématique-là, on ne s'est pas dit, OK, voilà, on va appliquer une démarche, on va rentrer dans un process. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y avait une décision à prendre concernant une réorganisation ou un projet à mener, on s'est dit comment on y répond. Et à chaque fois qu'on amenait des réponses, eh bien, on amenait en fin de compte de la démarche venant en fin de compte créditer la libération de l'entreprise. Donc ça veut dire que laissons le choix aux collaborateurs, essayons de les accompagner pour qu'ils soient plus autonomes dans leur travail. Donc c'est vraiment en fin de compte un chemin petit à petit. Alors on s'aperçoit aussi qu'on fait en allant, donc c'est une méthode que nous on aime bien aussi. Test and learn, dont on parle beaucoup pour d'autres. Et de ce fait, ça veut dire que eh bien, on construit en allant et on s'aperçoit qu'il y a des choses qui ne marchent pas, donc on revient en arrière, donc on refait un petit peu différemment. Et puis petit à petit, on réussit à avancer, à construire quelque chose ensemble avec l'ensemble des collaborateurs. Votre expérience sur cette question, et est-ce que pour vous les managers ont été... J'aimerais que vous nous disiez un mot sur leur rôle par rapport à l'individu, comment est-ce qu'ils accompagnent le collaborateur, et puis comment peut-être aussi au sein de ces cellules, ils mobilisent l'intelligence collective, ils la font naître, ils l'alimentent et ils lui permettent de donner son maximum. Alors, au niveau du middle management, donc, je pense aussi qu'ils ont un rôle fondamental dans la libération de l'entreprise. Donc déjà, la première chose que j'ai envie de dire par rapport à ça, c'est que on sort, en fin de compte, nous on est sorti d'un modèle traditionnel où en fin de compte, on mettait toutes les fonctions et les responsabilités sur les mêmes têtes. Oui. Dans une entreprise pyramidale, il est manager, donc il suit l'humain, il a la compétence, donc généralement c'est lui qui est référent dans le domaine, assez souvent, c'est lui qui dirige le service, c'est lui effectivement qui gère les projets, etc. C'est-à-dire qu'en fin de compte, on met tout sur une tête. Donc nous, ce qu'on a voulu faire, c'est en fin de compte, c'est changer ça. Donc au niveau de management, déjà on a séparé le management. On s'est dit en fin de compte, dans une entreprise, on a du management opérationnel qui concerne en fin de compte l'opérationnel du quotidien. Donc la gestion du projet, la gestion du métier. Donc au sein par exemple d'une cellule, eh bien en fin de compte, on va avoir un manager opérationnel. Qui va en fin de compte être le leader, c'est le capitaine dont on parlait tout à l'heure. Et on a un deuxième type de management qui est en fin de compte le management hiérarchique. Donc chez nous on l'appelle coordinateur relationnel. Ce manager hiérarchique, donc ce coordinateur relationnel, lui va s'occuper de l'humain. C'est-à-dire que son rôle, ça ne va pas être de piloter et de contrôler, ça va être de faire grandir ses collaborateurs. Les managers opérationnels et les coordinateurs relationnels sont souvent des gens différents. C'est-à-dire que dans les cellules, on a d'autres managers opérationnels. Donc nos anciens managers qui avaient tous les rôles, eh bien effectivement ils sont importants puisque c'est eux qui vont permettre d'autonomiser les gens, parce que ça va être leur fonction, mais en fin de compte leur métier va changer. Parce que là où ils devaient contrôler, là où ils devaient déléguer, eh bien là en fin de compte ils vont se transformer en coach. Donc ils vont plus avoir effectivement un rôle d'accompagnement centré sur l'humain. Donc oui, ils sont importants. Oui aussi, leur métier va devoir changer. Donc au niveau du management, donc ce qui va être important aussi, c'est que ce pouvoir qui était concentré sur quelques personnes, il va être dispersé sur un plus grand nombre. Donc ça va avoir un effet double. C'est que je parle des managers, ceux qui avaient envie d'avoir un maximum de responsabilités, ceux pour lesquels, en fin de compte, l'ego était surdimensionné. Eh bien, ces gens-là vont avoir du mal à se repositionner sur le nouveau métier de manager. Puisqu'effectivement, on change la donne. Par contre, tout le potentiel humain que l'on a, où les gens, en fin de compte, ont envie de grandir et de faire grandir l'entreprise. Eh bien, moi, quand j'ai repris l'entreprise, on était une vingtaine. Donc, les plus impliqués, je les ai très vite identifiés et je les ai fait progresser. Je les ai responsabilisés. Je les ai intégrés au CODIR. Mais une fois qu'on a dit ce CODIR, tous les nouveaux qui arrivent, qui ont aussi envie de s'impliquer dans l'entreprise, comment on fait pour leur donner des responsabilités? Comment on fait pour leur donner des motivations pour pouvoir permettre leur épanouissement? Eh bien, quand on a en fin de compte une organisation par cellule, avec des capitaines qui correspondent au management opérationnel, quand on a des coordinateurs relationnels,
quand on a en fin de compte des chefs de groupe, quand on a des leaders, eh bien en fin de compte les gens vont pouvoir s'épanouir à travers un certain nombre de dispositifs. Non pas dans un objectif de pouvoir, mais dans un objectif d'accomplissement personnel et de construction d'entreprise. Il y a de la place pour que chacun puisse s'accomplir. Il n'y a plus une pyramide qui bloquerait en attendant que le vieux y parte. Exactement. Tout à fait. C'est quand même et ça multiplie, libération. Ça multiplie effectivement la motivation des gens et de ce fait, c'est bénéfique pour un plus grand nombre. Dans cette autonomie des collaborateurs, dans ces nouveaux modes managériaux, quels sont les risques, quels sont les écueils à éviter? Et est-ce que vous avez été, les uns et les autres, confrontés à des situations plus complexes à gérer qui obligent peut-être à faire, par rapport à ce nouveau mode d'entreprise, un pas de côté, un pas en arrière? Est-ce que vous avez rencontré des choses de cet ordre? Alors les points d'attention, c'est vrai qu'il faut les aborder, puisque souvent quand on parle de l'entreprise libérée, on a tout le temps tendance à mettre en avant que les aspects positifs. Et c'est vrai qu'au quotidien, c'est pas simple. Au quotidien, donc nous, on est en cours de libération, on n'est pas encore libéré, mais on est en cours de libération. Au quotidien, c'est pas simple, c'est une démarche volontaire. Les écueils, donc il y en a plusieurs. Hein, donc la première chose, c'est prendre du temps. Parce qu'en fin de compte, on change complètement la philosophie, la manière de faire. Nous, par exemple, les coordinateurs relationnels dont on parlait tout à l'heure, donc ils sont choisis par les collaborateurs chaque année. Pour faire passer ça donc, dans l'entreprise, eh bien, il faut un petit peu de temps, il faut expliquer pourquoi on fait ça, pourquoi on veut aller vers ça. Est-ce qu'ils sont d'accord avec ce processus-là? Donc je dirais le premier écueil, c'est prendre le temps de ne pas se précipiter. La deuxième chose, c'est de prendre en compte le degré de maturité des collaborateurs. On en a parlé rapidement tout à l'heure. Tout le monde n'a pas la même maturité. Tout le monde n'a pas la même envie. Donc notre objectif, c'est de ne laisser personne au bord du chemin. Donc tout le monde doit trouver sa place dans cette nouvelle organisation. Donc il faut s'adapter. Donc encore une fois, quand on parle des coordinateurs relationnels qui vont coacher leur équipe, eh bien en fin de compte, ils vont les coacher pour ceux qui sont les plus autonomes. Par contre, ils ont certains membres de leur équipe qui, eux, n'ont pas encore atteint un degré d'autonomie suffisant. Eh bien, ils vont les gérer à l'ancienne, comme on va dire. Et donc, dans un objectif de les rendre de plus en plus autonomes, hein, ça va être leur objectif, mais ils vont devoir se considérer pour certains comme managers traditionnels en disant ce qu'il faut faire, etc. Ils vont faire grandir leurs collaborateurs et plus leurs collaborateurs vont aller vers l'autonomie, plus eux vont se retirer et plus, en fin de compte, ils vont avoir un rôle de coach et d'accompagnement plus léger. Donc, voilà le degré de maturité. Le troisième écueil, un point qui est important, puisque je me suis fait piéger, je parlais tout à l'heure, donc ça va être c'est un cas, c'est qu'en compte, j'étais persuadé au départ que j'allais y arriver tout seul, avec moi et mon équipe. J'étais persuadé. Et je me suis aperçu qu'en fin de compte, je me suis fatigué. J'ai fatigué aussi mon équipe. On a rencontré des pièges qu'on n'aurait pas dû. Et de ce fait, je pense que l'accompagnement est quelque chose d'important. Et maintenant, je me fais accompagner. Et si je m'étais fait accompagner plus tôt, j'aurais évité à mes équipes une forme de fatigue ou d'usure. D'essuyer les plâtres un peu sur les... Oui, voilà, c'est qu'en fin de compte, il y a, comme tout à l'heure on le disait, nous on n'est pas des experts, hein, moi je suis un praticien. Donc en fin de compte, je suis tombé dans des pièges classiques, en fin de compte, que les gens qui ont un petit peu l'habitude d'organisation de ce type-là auraient pu nous faire éviter. Dans ce chemin, il y a de la rigueur au sein de la liberté. Comment est-ce que vous conjuguez les deux? Bien, en fin de compte, on va prendre comme exemple l'autonomie. Oui. Donc c'est un bon exemple parce que l'autonomie, ça sous-entend effectivement de la liberté, mais également c'est de pouvoir l'accompagner puisque l'autonomie ne se décrète pas. En tant que dirigeant, ce que je vais faire, c'est de mettre un contexte favorable à l'autonomie, mais ça appartient au final aux collaborateurs de décider d'être autonome ou pas. Si on prend l'autonomie, par exemple, eh bien, il faut un minimum l'encadrer. C'est-à-dire qu'on est autonome dans un cercle donné. Un peu comme la liberté. Hein. La liberté, on est libre, mais on a quand même la loi qui est là pour nous rappeler les bonnes pratiques. Et puis également, on a une sorte d'éthique au niveau de la liberté vis-à-vis de ceux qui nous entourent. Et bien, sur l'autonomie, eh bien, on va aussi avoir un cadre. Et je pense que sans vouloir être trop rigoureux, il faut quand même définir un certain nombre de choses pour donner la possibilité aux collaborateurs d'avoir des points de repère et d'avoir un chemin
vers lequel aller sans avoir besoin de tout réinventer. Parce qu'effectivement, si on n'a pas un cadre minimum, nous c'est ce qu'on appelle les règles du jeu, eh bien en fin de compte, on ne sait pas trop où on va et en fin de compte, on crée de la frustration et de l'inquiétude au niveau des collaborateurs. Parce que l'autonomie, ça peut générer de l'inquiétude. Si on dit à une personne qui n'a pas la maturité ou qui n'a pas l'envie d'être autonome, on lui dit ok, à partir de demain tu seras autonome, eh bien ça peut lui générer du stress. À partir du moment où on définit un cadre en disant voilà, l'autonomie, pour nous ce que c'est ça. Donc il y a un cadre dans lequel tu peux évoluer, exactement comme la liberté, il y a un cadre dans lequel on peut évoluer. À partir du moment où on est dans le cadre, on a l'impression que cette autonomie est infinie, comme la liberté. Tant qu'on respecte la loi, on a l'impression qu'on est libre de faire ce que l'on veut. C'est juste quand on franchit les frontières qu'on se rappelle qu'il y a un cadre. L'autonomie, c'est pareil. Donc voilà, donc effectivement de la rigueur, c'est plutôt en fin de compte des aides pour éviter de réinventer un chemin à chaque fois. On a certains de nos métiers aussi où c'est nécessaire d'être rigoureux, donc où effectivement on est obligé d'écrire un certain nombre de choses. Donc on va dire que si on peut éviter les procédures ou les processus, mais on le fait. On fonctionne plutôt en règle du jeu, y compris également pour les métiers. Maintenant, certaines activités qui nécessitent d'avoir effectivement quelque chose d'assez structuré, à ce moment-là, eh bien, on n'est pas non plus anti-procédure si jamais c'est utile pour gérer le contexte. Et aussi faire appel à l'intelligence et au bon sens. Ah, bien sûr. C'est évident, on dit par exemple, comment font ceux qui prennent des décisions, les dirigeants, parce qu'ils n'ont pas de règles, ils n'ont pas de procédure. Ils se basent sur quoi? Ils se basent en fin de compte sur un certain nombre d'éléments. Ils vont se baser sur leurs valeurs, sur leurs convictions, sur leur motivation. Et bien en fin de compte, ce sont exactement ces processus-là qu'on souhaite donc donner à nos collaborateurs pour que sur une situation qu'ils découvrent, eh bien ils font comme ceux qui prennent des décisions, ils s'appuient sur des valeurs, sur des convictions et sur des compétences. Sur des aussi. compétences. Voilà. Dernier point qu'on va aborder avant de vous laisser à chacun un mot de conclusion. On fait carrière différemment dans une entreprise libérée? Je pense qu'effectivement, ceux qui veulent s'épanouir dans l'entreprise en ayant un maximum de pouvoir, en ayant un maximum de fonctions et de rôles, n'ont pas leur place dans l'entreprise libérée. Donc on travaille beaucoup sur la motivation, puisque effectivement la motivation, l'épanouissement, c'est quelque chose de très lié. Eh bien, dans la motivation que l'on met en place, on sort d'un modèle traditionnel de la carotte et du bâton, pour aller vers un système où les gens peuvent s'épanouir de manière différente. Ce qui correspond bien aux nouvelles mentalités, c'est-à-dire que les nouvelles générations Y... C'est ce que j'allais vous dire, est-ce qu'elle n'est pas très génération Y, cette entreprise libérée? Elle est très adaptée aux générations Y, mais la génération Y, on a aussi des plus anciens qui ont aussi cette mentalité-là, et qui correspond bien à la philosophie de vie qu'on rencontre aussi en dehors du travail. Celle du partage, de l'ère du co, qu'on évoque beaucoup, des plateformes collaboratives, y compris à titre personnel. De l'écoute, de l'épanouissement. On prend simplement le rapprochement avec un enfant. Moi, quand ma mère me racontait les repas de famille, comment ça se passait à son époque, où elle n'avait pas le droit de parler, où c'était strict, où elle devait demander la parole. Aujourd'hui, quand on voit qu'on est avec nos enfants à table et on a du mal à prendre la parole pendant 2 minutes, eh bien, ça correspond à cette mentalité-là. Parce qu'en fin de compte, nos enfants, on a envie qu'ils puissent s'épanouir, on a envie de leur donner la parole, qu'ils puissent être autonomes dans de bonnes conditions. Et bien, en fin de compte, voilà, c'est une prolongation de ce qu'on rencontre dans la vie courante que qu'on crée dans l'entreprise libérée. Les dirigeants, ça n'est pas votre cas, mais ont quelquefois l'âge d'avoir des enfants, voire des petits-enfants qui appartiennent à ces générations. Donc là aussi, il y a un mix qui se fait entre les deux. Votre mot de conclusion à vous? Bien, moi, je rejoins effectivement. Je pense que d'ici une 50aine d'années, toutes les entreprises seront sur ce modèle-là, puisqu'effectivement, ça correspond à une évolution de la société. On assiste à beaucoup de conférences donc avec des philosophes, avec des sociologues, et tout le monde, effectivement, fait le constat que les mentalités changent. Donc l'entreprise libérée, c'est une bonne manière de pouvoir répondre au monde d'aujourd'hui. Qui se libère également. Qui se dessine pour le futur. Parfait. Eh bien, merci, et donc rendez-vous pour le prochain débat.